Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur CNews dans 90 minutes info, édition entièrement consacrée évidemment à la situation en Ukraine. L'offensive russe sur place se poursuit et s'est même intensifiée dans certains territoires comme à Kharkiv. De son côté, Emmanuel Macron, le président de la République, s'exprimera ce soir à 20h. Une allocution à suivre, bien évidemment, sur CNews. On décrypte, on analyse et on commente cette actualité aujourd'hui avec mes invités autour de la table. Anne Genetet, bonjour. Vous êtes députée de la République En Marche des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous cet après-midi. À côté de vous, Pierre Laurin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Volodymyr Pozelski, bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Ukraine en Europe et enseignant à l'INALCO. Et puis enfin, Pierre Haroche, bonjour. Merci d'être avec nous, chercheur sur la sécurité européenne à l'IRSEM. On va évoquer avec vous la situation humanitaire, notamment avec ces près de 900 000 réfugiés qui ont été dénombrés par les Nations Unies. La position du gouvernement est claire, il faut les accueillir. En revanche, il y a d'autres personnalités politiques comme Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan qui sont un petit peu plus sceptiques sur le sujet. Anne Genetet, que faut-il faire de ces réfugiés ? La France doit être à la hauteur de ses valeurs, des engagements qu'elle porte. On doit accueillir les réfugiés et leur accorder le droit d'asile comme nous avons tradition de le faire, en sachant que tout ceci doit se faire de manière coordonnée avec l'ensemble de nos partenaires européens. C'est justement l'objet d'une réunion qui aura lieu entre les ministres de l'Intérieur des 27 États membres demain jeudi pour justement se coordonner autour de cet accueil des réfugiés qu'il faut accueillir en Europe. Pierre Laurin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il est entendu que, à partir du moment où des événements aussi graves se passent dans quelque pays que ce soit, les autres pays ont un devoir d'assistance aux réfugiés. Et on ne peut pas laisser les gens à la frontière de l'Europe s'ils désirent passer. À ce propos, j'aimerais également faire une petite remarque sur la position de l'Union africaine qui trouve qu'on accueille, nous, Européens, nous n'accueillons pas forcément les réfugiés noirs qui se trouvent en Ukraine. Il y a eu effectivement des vidéos sur les réseaux sociaux de personnes de couleur noire qui se font stopper, refouler d'un train, etc. Effectivement, ce sont des images qu'on dénonce effectivement. Volodymyr Pozelski. Monsieur Laurent commence toujours, c'est un propagandiste russe qu'on connaît depuis longtemps. Ce que j'aime bien, comment il a essayé d'expliquer déjà en 2014 que c'est l'Ukraine qui a battu Boeing. Donc moi, ce que je voudrais dire, que pourquoi on a cette crise humanitaire qui s'accentue, parce que justement, contrairement à ce qui prétend la propagande au Kremlin, l'armée russe, de plus en plus, tire sur l'infrastructure civile et tue des civils. Déjà, il y a 2 jours, les chiffres, c'était 352 civils ukrainiens tués, plus de 1600 blessés. Et il y a vraiment partout en Ukraine des crèches, des maternités, des écoles, des bâtiments administratifs et résidentiels sont détruits. Moi, j'ai des amis à Kharkiv. Hier, par exemple, c'est une médecin universitaire qui m'a écrit que depuis 4 jours, on est sans électricité, sans l'eau, sans chauffage. Ils bombardent, ils tirent sur les quartiers résidentiels. C'est un vrai cauchemar. Il m'a dit aussi que dans son quartier, donc hier, il y a l'avion qui a tiré sur le bâtiment et il devait passer toute la nuit dans une cave. Déjà, on prend la ville de Kharkiv, la ville qui se trouve à proximité de la frontière russe, ville russophone, avec une population d'origine russe également. Et donc, on a vu déjà au début, le jeudi, le premier jour, le 24, il y a déjà un tir sur l'immeuble résidentiel. Lundi, quand j'étais chez vous sur votre plateau de midi, je vous juste quelques exemples, de midi à 14h, il y avait les BM-21, les fameux lance-roquettes multiples russes. Ils ont tiré sur le quartier résidentiel. Dans la soirée de lundi à mardi, il y a bombardier stratégique Tu-22 M3, un des avions les plus modernes russes, qui a tiré 16 missiles de croisière sur les quartiers résidentiels. Les Russes, ils parlent de cet avion, il est doté d'une arme de haute précision. Pourquoi tirer sur le quartier résidentiel? Hier, dans le matin, donc ils ont tiré aussi, les avions ont tiré sur le bâtiment d'administration d'État touchant un opéra. Ce matin, ils ont tiré sur le bâtiment de la police.
Et pourquoi ils ont tiré hier et aujourd'hui sur ces bâtiments? Parce qu'ils savaient qu'il y a une réunion des responsables locaux qui devait se tenir là-bas. Donc ils voulaient vraiment toucher la direction de la ville. Donc pourquoi ils font ça? Justement, à cause de ce comportement irresponsable et cynique. Donc il accentue la crise civile, la crise humanitaire. Il y a des gens à Mariupol, à Kharkiv, dans plusieurs villes, qui n'arrivent, qui ne peuvent plus sortir. C'est vraiment... Les populations ne peuvent pas sortir de ces villes? Oui, à Kharkiv, oui, parce qu'ils sont encerclés par les Russes. Et donc, les autorités russes, en ce qui concerne Kiev en tout cas, ont annoncé que les populations pouvaient partir de la ville via les autoroutes. Oui, mais déjà, on a ce Kiev, parce que Kiev, pour le moment, il ne faut pas dire, il n'est pas encore encerclé totalement. Mais les villes comme Kharkiv, comme Mariupol et d'autres villes, ils sont déjà encerclés. Et les gens ne peuvent plus sortir. Sur le plan technique, tout le monde n'habite pas à côté de l'entrée d'une autoroute. Donc c'est bien d'avoir dit que les autoroutes étaient dégagées, encore faut-il pouvoir les rejoindre. Et donc l'enjeu est là, et ça serait bien que dans les discussions qui sont en cours, il puisse y avoir une ouverture à tout le moins d'esprit pour que les autorités russes comprennent qu'il faut pouvoir rejoindre ces autoroutes qui nous disent être libres. Donc l'enjeu est là aujourd'hui pour faire sortir en toute sécurité des gens qui souhaiteraient sortir mais qui ne peuvent pas rejoindre les points dits de sécurité de passage. Pierre Haroche, sur cette crise humanitaire. Alors évidemment une tragédie. Et puis il y a un droit d'asile qui s'applique. Mais sur un plan politique, ce que je trouve intéressant, c'est que dans une Union européenne où pendant très longtemps c'était très difficile de faire admettre à certains États membres le fait que des réfugiés viennent sur leur territoire, aujourd'hui ça devient beaucoup plus consensuel. Ça veut dire, et ça n'est qu'un des éléments qui permet de comprendre à quel point cette crise bouleverse l'Union européenne et chamboule les habitudes de l'Union européenne. Et il y a plein d'autres petites révolutions, finalement, à l'intérieur de l'Union européenne. Mais ça, c'en est une. Et c'est très important. Et on peut mettre ça aussi en parallèle avec des moments très intenses d'un point de vue émotionnel, comme le discours que le président ukrainien a fait devant le Parlement européen. Il y a un lien aussi émotionnel qui se crée à l'occasion de cette crise entre les Européens et les Ukrainiens. Et ça a des conséquences, effectivement, politiques. Anne Genetet, qu'est-il mis en place pour les Français? Y en a-t-il encore, d'ailleurs, en Ukraine, qui sont toujours sur place? Et qu'est-il mis en place actuellement? Alors, je vais tout de suite répondre à votre question et rebondir. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est important, je pense, de souligner qu'en 3 ans, l'Europe a d'une part été capable d'acheter des vaccins collectivement, de lever l'emprunt collectivement et maintenant de réfléchir à sa propre défense collectivement et à fournir des armes à un pays tiers qui n'est pas membre de l'Union. En quelques semaines, en 3 ans en tout cas, l'Europe a fait un grand pas sur quelque chose qui germait mais qui n'arrivait pas à éclore. Donc il faut le souligner. Et là, en effet, un changement de mentalité, même si, pour être allé à plusieurs reprises en Ukraine, il y avait quand même une proximité des Ukrainiens, une demande d'Europe de la part des Ukrainiens qui était extrêmement forte et présente. Et vraiment une envie de s'arrimer à l'Europe qui ne faisait aucun doute et une bonne réception d'ailleurs du côté européen. On avait du mal à voir comment la machine allait se mettre en route, mais clairement, il y avait quelque chose qui naissait. S'agissant des Français à l'étranger, aujourd'hui, il serait... Alors vous savez, il faut être prudent sur les chiffres. C'est difficile d'avoir un décompte précis. À peu près 700 qui restent, à qui il est suggéré, vivement recommandé de sortir, mais dans des conditions que je viens de vous exposer, c'est-à-dire qu'ils sont dans des endroits très différents. Là, j'avais par exemple 2 familles, une partie dans un appartement au centre de Kiev, l'autre à 12 km de Kiev. L'un et l'autre, ni l'un ni l'autre n'habitent à proximité de cette autoroute M05 qui permet de sortir au sud-ouest de Kiev, donc ne peut pas en toute sécurité aujourd'hui rejoindre ce qui pourrait être un point de sortie. Donc c'est la situation actuelle des Français qui restent, qui sont chacun un par un en contact avec le centre de crise à Paris, dont il faut saluer le travail exceptionnel 24 heures sur 24. Et cette nuit, par exemple, là, à 4 heures du matin, ils appelaient certains Français que j'avais en ligne. Ils les ont appelés sur place pour savoir où en êtes-vous, comment s'est passée la nuit, comment allez-vous, quels sont vos projets, que voulez-vous faire, que souhaitez-vous faire. Donc il y a vraiment un contact constant avec également un psychologue sur place, un médecin sur place, je veux dire à Paris, par téléphone, qui permet de suivre, parce qu'aujourd'hui, où il faut reconnaître que nos Français sont, pour tous ceux qui sont dans les caves, dans les parkings, sous les bombes, sous les bombardements, dans l'incertitude de ce que peut être un conflit, ils sont dans une situation d'anxiété qu'on peut peut-être imaginer. Je ne suis même pas sûre que nous puissions nous-mêmes d'ailleurs la mesurer. Et donc les psychologues du centre de crise sont là pour les aider et les soutenir. Les Français sur place sont-ils en danger parce que Français ? Non, pas parce que Français, parce que nous sommes en situation de guerre et qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un couvre-feu est décrété, il m'a été indiqué que si quelqu'un sort, ça leur a été signalé d'ailleurs. Ne sortez pas, on peut tirer sur toute voiture qui se déplace sans prendre le temps de vérifier qui est dedans. Donc ça n'est pas une question de nationalité, c'est juste une question de l'horreur d'un conflit. Reda Emrabit, vous êtes avec nous en plateau. On va faire le point avec vous sur l'avancée de la situation sur place.
Voici donc un aperçu de la situation globale qui reste assez figée depuis ce matin. On va néanmoins se concentrer sur la partie sud du pays, à Kherson, plus précisément, ville de 300 000 habitants. C'est une ville côtière qui se situe tout proche de la Crimée, qui a été annexée par la Russie, qui se situe aussi près de la mer d'Azov. C'est un enjeu décisif. Eh bien, ce matin, le porte-parole du ministère de la Défense russe a indiqué que Kherson était passé sous le contrôle des forces russes. C'est une ville qui est attaquée depuis le 24 février dernier. Néanmoins, démenti quelques minutes plus tard du maire ukrainien de Kherson qui a affirmé que la ville était toujours sous contrôle ukrainien. Vous le savez, la guerre, c'est aussi une bataille de communication. Concentrons-nous aussi sur l'Ouest. L'Ouest, car c'est aussi par là que passe la conquête du pays, avec un point névralgique, Jitomir, qui se situe à 150 km de Kiev et à 350 km de la Pologne. Et bien depuis quelques heures, les frappes se sont intensifiées sur place. Elles sont de plus en plus régulières. Et puis pour le reste du pays, la stratégie reste la même, avec des parachutistes qui ont été déployés, vous allez le voir, à Kharkiv et aussi Kiev, qui est en plein étau, la capitale ukrainienne, avec des attaques notamment à Irpin, à 25 km seulement de la capitale. Le régime ukrainien tient bon pour le moment. Merci beaucoup Reda Emrabit pour ces explications. On vous retrouve dans nos prochaines éditions un petit peu plus tard, donc dans la journée. Pierre Laurin, quel est l'objectif de Vladimir Poutine aujourd'hui ? Tel qu'il est affiché, il s'agit de détruire les capacités militaires de l'Ukraine et de réduire le pouvoir des groupes d'extrême droite néo-nazis. Ça, c'est sa détermination au départ. Ce qui se traduit sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Quels sont quand vous réellement... Dites groupe d'extrême droite néo-nazis, ce sont les propos du président russe. Y en a-t-il réellement en Ukraine, pardon ? Écoutez, lorsque vous avez dans l'armée d'Ukraine, et ce n'est pas de la propagande, monsieur, vous avez dans l'armée d'Ukraine une garde nationale dont des régiments portent des insignes qui datent du nazisme, en particulier le régiment Azov. Quel connard. Volodymyr Pozelski, Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous écoute. Okay. Vous êtes un propagandiste vous-même. Évidemment, ouais. Et moi, je n'ai rien à voir avec la Russie. Évidemment. Et je vois les choses d'une manière peut-être un tout petit peu plus vers le haut. Je suis d'accord avec vous, ce qui se passe actuellement, c'est atroce. Donc, attendez, donc vous dites, vous êtes d'accord avec Poutine qu'il a raison de dénazifier l'Ukraine, c'est ça? Vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi s'il vous plaît. On m'a demandé ce que voulait Poutine et je réponds. Maintenant, on me demande s'il y a des formations néo-nazis en Ukraine et je réponds oui. Et si vous répondez non, c'est que vous êtes un menteur, monsieur. Voilà, c'est tout. Volodymyr Pozelski. Non, mais c'est n'importe quoi. Monsieur essaye de justifier ce qui est injustifiable. Je n'essaye de justifier rien. Azov, il défend maintenant Mariupol. Oui, avec les emblèmes nazis. Très bien. Ce n'est pas les emblèmes nazis. D'accord, non, pas du tout. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. On a parlé, parce que je ne veux pas discuter avec vous, parce que vous êtes vraiment... Bon, je veux d'abord parler de... Moi, je veux discuter avec vous. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Vous êtes propagandiste de Moscou, et je vous connais depuis longtemps. Je veux dire... Mais je vous connais également depuis longtemps. Ok, Volodymyr Pozelski. Vous n'êtes pas là pour moi. Ok, donc je vais vous parler de la proximité des Ukrainiennes avec l'Union européenne. Justement... ce qui s'est passé déjà en 2013-2014, pendant la révolution de la dignité, les Ukrainiens sont morts sur le Maïdan avec les drapeaux de l'Union européenne. Et pourquoi il y avait ce Maïdan? Parce que, vous vous souvenez, il y avait le président Yanukovych qui s'est opposé à signer un accord d'association avec l'Union européenne. La Russie est intervenue, et donc, avec cette révolution de la dignité, c'était déjà, on voit bien... et après la Russie a annexé la Crimée et déclenché la guerre dans le Donbass pour punir justement les Ukrainiennes pour leur volonté de s'approcher de l'Union européenne. C'est ça la vérité, c'est l'extrême droite. Et les partis d'extrême droite en Ukraine sont inexistants. Pendant les dernières élections, il y avait 1,3%. Donc s'il y a quelques unités qui sont d'extrême droite, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Donc aujourd'hui, il y a plus de 80% des Ukrainiens qui soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Et je vous dis, le but de cette opération, pour Poutine, quand il parle de néo-nazis, pour lui, néo-nazis, c'est quoi? C'est tous les Ukrainiens qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation que les Russes et les Ukrainiens font partie du même peuple. Parce que c'est ce qu'il a dit, Poutine.
Poutine a dit aussi que l'État ukrainien, c'est une construction artificielle qui était créée par Lénine. Donc c'est complètement irrationnel et aberrant, parce que c'est justement Lénine. Il a tué la première république ukrainienne. Donc tout ça, c'est que de la propagande russe. Pierre Haroche, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais revenir sur votre question, parce que c'est une question importante, évidemment. Si on veut résoudre le conflit, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut. Et effectivement, ce n'est pas évident, parce qu'il a commencé par mettre en avant des objectifs de sécurité qui peuvent paraître, d'une certaine manière, je dirais, raisonnables ou rationnels, en disant la Russie a peur de la proximité de l'OTAN, la Russie cherche un certain équilibre des forces, ne veut pas se sentir menacée. Et ça, c'est quelque chose qui a été discuté dans un premier temps. Les Américains ont discuté, ont fait des propositions en termes de contrôle des armements en Europe orientale. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est aussi allé à Moscou et on a parlé effectivement de ses inquiétudes en matière de sécurité. Et puis, juste avant le conflit, il s'est mis à parler, et je suis un petit peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, de choses complètement différentes, et là, pour le coup, beaucoup plus idéologiques. On ne parlait plus de qui est dans l'OTAN ou pas, on parlait du fait que, effectivement, l'Ukraine est une partie de la Russie, qu'il faut, et que ça n'existe pas en tant qu'État historiquement, que c'est la Russie qui a fait l'Ukraine, etc. Donc ça, il faut essayer de le comprendre, parce que nous, il faut qu'in fine, on ait aussi une solution à proposer, et évidemment, ça ne doit pas être de rentrer... Si l'objectif des Russes, c'est un délire d'une personne qui veut refonder non plus l'Union soviétique, mais même l'empire des tsars, ça, évidemment, il faut s'y opposer avec la plus grande fermeté. S'il y a des inquiétudes en matière de sécurité, ce sont évidemment des choses qu'on peut continuer à discuter, comme on avait commencé à le faire, et comme cette guerre l'a empêché. Roman, allez-y. Juste une remarque aussi sur le pouvoir. Donc, ce qu'il essaye de faire Poutine, donc il essaye d'intervenir en Ukraine et de faire basculer le gouvernement de Zelensky. Le président Zelensky, c'est un juif, d'origine juive, c'est russophone. Il a été élu à 73% de vote de la population russophone y compris. Donc, comment il faut être irrationnel et aberrant de dire que nous voulons dénazifier l'Ukraine? On a le gouvernement légitime qui a été élu par le pouvoir Zelensky. Le président Zelensky a été élu de manière complètement légitime. Et donc, la Russie n'a aucune explication, aucune justification pour mener cette opération. Roman, vous êtes un habitant de Kiev. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews cet après-midi. On se souvient de ces images hier que l'on a beaucoup vues, de cette tour de télévision qui a été bombardée dans la capitale ukrainienne. Roman, vous habitez à proximité de cette tour de télévision. Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti hier. Effectivement, j'habite pas loin de cette place-là. Maintenant, je me trouve dans un village pas loin de Kiev, mais quand j'ai vu une vidéo de ce qui s'est passé là-bas, j'étais terrifié et c'est vraiment difficile de décrire mes sentiments parce que c'est la rue que j'ai passé 1000 fois en allant chez moi. Donc, c'était vraiment difficile de voir et comprendre qu'une chose comme ça se passe vraiment dans ma vie, dans tous les sens. Mais oui, bon, voilà, comme ça. À quoi ressemble votre quotidien désormais à Kiev aujourd'hui ? Voilà, je répète, je ne suis pas à Kiev, la ville, je suis dans un village, mais nos quotidiens, ça dépend. Je dirais que toute la journée est en tension parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu plusieurs fois des explosions, plus que hier. Je me demande ce que ça signifie. Et voilà, c'est une chose qui est très perturbante parce qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend demain et c'est vraiment très difficile de vivre la vie comme ça. Et sinon, tous les jours, on lit des nouvelles. Moi, je parle avec mes amis en Ukraine, à Kiev ou des autres villes, aussi à l'étranger pour les expliquer la situation.
Et j'essaie de soutenir ma famille qui est avec moi aussi du point de vue moral, c'est difficile. Donc, on essaie de l'aider l'un à l'autre et faire nos mieux pour approcher la victoire. Roman, est-il possible aujourd'hui, dans le village où vous vous trouvez, par exemple, d'aller facilement dans un magasin pour acheter de la nourriture, d'aller dans une pharmacie, d'aller chez le médecin en cas de besoin, à l'hôpital peut-être également, de se procurer de l'essence aussi? Plutôt non, parce que mon village est d'un certain point de vue déconnecté de la ville parce que le pont était détruit pour protéger la ville et du coup on est allé au supermarché hier pour acheter des produits en sachant que les prochains jours probablement il n'y aura pas une telle possibilité parce que on ne sait pas exactement, mais probablement il n'y aura pas de supplice des produits. Voilà. En ce qui concerne la pharmacie, c'est pas proche. Le supermarché pour y aller, ça prend quelques kilomètres. Voilà. Et la pharmacie, il y en a pour l'instant, heureusement, mais je vois que chaque jour il y a de moins en moins médicaments. Donc déjà aujourd'hui, il n'y a pas tout ce qu'il faut et j'espère que la situation va changer. Mais bon, l'espoir, c'est la chose qu'on a aujourd'hui. Ça aide, mais puis on va voir. Roman, dernière question. Est-ce que vous pouvez vous informer, toujours malgré la destruction de cette tour de télévision? Est-il toujours possible de s'informer via la télévision, en écoutant la radio peut-être? Comment vous informez-vous? Moi, personnellement, je m'informe par Internet et je le faisais toujours aussi avant la guerre. Donc, c'est surtout là que je trouve mes informations. Un problème après que le pont était détruit parce que le câble Internet était aussi coupé et grâce à un bénévole qui l'a réparé, qui l'a reconnecté, on a de nouveau l'Internet et c'est grâce à ça que je peux parler avec vous maintenant. Voilà, mais voilà, comme ça. Merci beaucoup, Roman, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi en direct sur CNews. Emmanuel Macron s'exprimera donc ce soir à partir de 20h. Une allocation à suivre sur CNews, évidemment. Je vous propose d'écouter les détails avec Samis Faxi depuis l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement nous l'a confirmé tout à l'heure. L'allocution du président de la République ce soir sera entièrement consacrée à la situation en Ukraine. Ce ne sera pas l'occasion pour Emmanuel Macron de se déclarer candidat à la présidentielle. L'enjeu, c'est d'expliquer en transparence la situation nouvelle dans laquelle l'Europe se trouve. L'objectif n'est pas de rassurer les Français, mais d'expliquer les conséquences à venir sur nos vies, sur notre vie économique. Emmanuel Macron qui reviendra aussi bien sûr sur l'aide humanitaire acheminée dans les pays autour de l'Ukraine. Vous le savez, l'ONU a communiqué plus de 900 000 réfugiés ukrainiens auraient traversé les frontières de l'Union européenne. Ça sera aussi l'occasion pour le chef de l'État de préciser l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Enfin, l'entourage du président de la République nous explique que cette allocution pourrait durer une trentaine de minutes. Anne Genetet, c'est important, j'imagine, effectivement, qu'Emmanuel Macron s'adresse à la nation. Que peut-on attendre de cette prise de parole ? Il s'est adressé la dernière fois le jeudi dernier, le 24 février. Il avait d'ailleurs au cours de son allocution précisé qu'il reviendrait vers nous régulièrement. La situation est suffisamment dramatique, grave, pour que oui, le président de la République revienne régulièrement devant les Français, les tenir au courant de ce qu'il se passe et des décisions que la France pourrait être amenée à prendre. Vendredi, il a envoyé un message aux assemblées. J'étais présente en assemblée pour l'entendre. Et un message dans lequel il disait, d'abord, il nous appelait à 3 devoirs. Le premier, c'est de ne rien céder, de sanctionner extrêmement fermement. Et il faut souligner qu'en ce moment même, à l'heure où nous nous parlons, les sanctions ont déjà leurs effets. Quand certains
ironiquement, on disait les sanctions n'ont jamais fonctionné. Non, aujourd'hui, les sanctions ont un impact économique à tout le moins direct sur l'économie russe. Le deuxième point auquel il nous appelait, c'était de soutenir massivement les Ukrainiens et l'Ukraine, et c'est justement ce qui est fait en ce moment. Et le troisième point, c'était d'appeler à l'unité des Européens et l'unité également au sein de notre pays. Et il a parlé des conséquences. Il faut entendre les mots qu'il a dit. Il a dit « ce conflit aura des conséquences sur nos vies, sur notre économie et sur notre sécurité ». Pour ces trois raisons-là, c'est largement suffisant pour qu'il revienne devant nous s'en expliquer. Vous restez bien avec nous autour de la table, vous également, téléspectateurs sur CNews. On revient tout de suite. De retour dans 90 minutes info sur CNews avec mes invités autour de la table pour commenter et décrypter l'actualité et la situation en Ukraine. Anne Genetet, Volodymyr Pozelski, Pierre Laurin et également Pierre Haroche. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Avant de commenter justement l'actualité, un rapide tour de l'actualité cet après-midi. L'arrestation de plusieurs légionnaires français dans un car en partance vers la Pologne. Mario Bazac, vous êtes en direct de notre rédaction. Ces soldats sont actuellement donc auditionnés par leur hiérarchie. Oui, effectivement, ils ont été entendus par leur hiérarchie et ils ont rejoint depuis leur régiment. Ce sont donc 14 légionnaires français d'origine ukrainienne qui ont été arrêtés cette nuit, porte-maillot, alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans 2 bus en partance pour la Pologne. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu rejoindre l'Ukraine en passant par la Pologne pour prendre part au combat ou pour retrouver leur famille restée là-bas. Alors parmi ces 14 légionnaires, 9 d'entre eux étaient en permission pour 15 jours. Ils ne sont donc pas considérés comme des déserteurs. La Légion étrangère autorise ces combattants d'origine ukrainienne à aller chercher les membres de leur famille dans un pays frontalier de l'Ukraine. Mais dans ce cas précis, ces légionnaires n'avaient pas suivi le protocole. Ils vont devoir se mettre en règle. 5 autres, par contre, étaient en absence irrégulière. Ils n'avaient donc aucune permission. Eux vont être lourdement sanctionnés. Et puis enfin, à l'intérieur de ces 2 bus, il y avait également 13 civils habillés en tenue militaire. Ils ont été conduits au département de contrôle des flux migratoires. Pour l'heure, on ne connaît pas leur nationalité. Leur intention reste à déterminer, mais certains d'entre eux auraient pu vouloir rejoindre l'Ukraine pour prendre part au combat. Enfin, il faut rappeler qu'il y a en France 9000 légionnaires, dont 700 Ukrainiens, et parmi eux, 25 ont déserté la Légion étrangère depuis le début du conflit en Ukraine. Merci beaucoup Mario Bazac pour ces précisions. En France, Yvan Colonna entre la vie et la mort après avoir été violemment agressé par un codétenu djihadiste dans la prison d'Arles. Le pronostic vital d'Yvan Colonna est engagé. À 61 ans, ce militant indépendantiste corse avait été interpellé en 2003 pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 98 à Ajaccio. Les motifs de l'agression à la prison restent inconnus à ce stade. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci à Annick Motin pour le journal en langue des signes. Je vous rappelle l'actualité, cette offensive russe donc, qui se poursuit, s'est intensifiée dans certains territoires, notamment à Kharkiv. De son côté, le président de la République, lui, Emmanuel Macron, s'exprimera ce soir à 20h. Une allocution à suivre évidemment sur CNews. Reda Emrabit, vous êtes avec nous sur ce plateau. On fait le point sur la situation avec vous. La voici en carte, la situation globale qui reste assez figée depuis ce matin. Néanmoins, on va se concentrer sur le sud de l'Ukraine, Kherson, ville côtière de 300 000 habitants. Eh bien, ce matin, les combats se sont intensifiés, notamment tout au long de la nuit. Et ce matin, donc, le porte-parole du ministère de la Défense russe a annoncé que la ville était passée sous le contrôle de ses forces. Quelques minutes plus tard, néanmoins, démenti du maire ukrainien de Kherson qui affirme que les Russes ne possèdent pour l'instant que la gare et le port et non pas la municipalité en elle-même. On le sait, les villes portuaires, c'est un objectif majeur pour Vladimir Poutine, en témoignent notamment les attaques du côté de Mariupol. Concentrons-nous à présent sur l'Ouest. Là aussi, c'est une nouveauté dans cette guerre, la conquête de l'Ouest. Avec cette ville, Jitomir, elle se situe à 150 km de Kiev, à 350 km de la frontière polonaise. C'est un centre névralgique. Eh bien, depuis hier soir, les combats se sont intensifiés sur place. Les frappes russes sont de plus en plus régulières, notamment sur les institutions. On va reprendre la carte globale à présent pour parler de la stratégie qui reste à peu près la même dans le corps russe, avec des parachutes qui sont déployés, des parachutistes déployés dans la région de Kharkiv. Kharkiv qui est en proie à énormément de combats depuis plusieurs jours. Et puis évidemment, la ville de Kiev qui résiste pour l'instant, mais
mais qui est prise en étau, notamment avec des attaques à 25 km de la capitale, du côté d'Irpin. Mais pour l'instant, après 6 jours de combats acharnés, le régime ukrainien tient toujours. Merci beaucoup Reda Emrabit pour toutes ces précisions. On en parlait donc dans le journal il y a quelques instants. Ces légionnaires français qui ont été arrêtés dans un car en partance de la Pologne, vers la Pologne, pardonnez-moi. Je vous propose d'écouter le commandant de la Légion étrangère. Votre fidélité de légionnaire est le cœur et la force de notre engagement. Mes chers légionnaires d'Ukraine ou de la région concernée par cette guerre, je compatis à votre tiraillement intérieur. Votre patrie d'origine saigne et souffre. Vos familles sont frappées par cette guerre. Pourtant, pour les quelques-uns confrontés à la tentation de courir là où l'incendie fait rage, je vous dis que les guerres ne se gagnent que si chacun remplit sa mission là où il se trouve. Pour faciliter la mise en sécurité des familles fuyant la zone de conflit, j'ai décidé que les légionnaires le désirant pourraient se rendre sur autorisation dans certains pays limitrophes de l'Ukraine afin de les recueillir. Sachez que tout légionnaire concerné par ce conflit pourra solliciter la Légion étrangère pour l'aider à accueillir dans l'urgence sa famille. Pierre Haroche, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre et ce fait que ces légionnaires ont été arrêtés en partance vers la Pologne? Mais il y a évidemment une dimension humaine qui a été rappelée là, des hommes qui s'inquiètent pour ce qui se passe dans leur pays, pour ce qui se passe chez leurs proches. Il y a aussi la dimension proprement militaire, c'est-à-dire la question de la désertion. Et puis, il y a aussi un enjeu symbolique et politique. Il ne faut pas non plus donner l'impression que des soldats français rejoignent le théâtre des opérations. Il ne faudrait pas non plus que ça brouille la position politique de la France. La France n'est pas en guerre en Ukraine, elle n'est pas engagée en Ukraine. Donc, c'est important que les soldats français suivent leur position. Anne Genetet, ce serait gravissime que des militaires français, de leur plein gré, aillent sur le territoire ukrainien? Il est rappelé que la France n'est pas engagée en Ukraine, la France n'est pas en guerre ni avec l'Ukraine, ni avec personne d'ailleurs. Ces militaires font leur travail dans le cadre de l'armée française. Donc c'est l'armée française qui les déploie. Maintenant qu'à titre civil, qu'à titre individuel, comme le commandant l'a rappelé là, ils décident d'aller au secours de leur famille à titre individuel et civil, bien entendu, et la porte leur est ouverte. Il faut saluer cette dimension humaine que vous avez soulignée là, qui est importante. Oui, l'armée a aussi du cœur et elle comprend ce qui se passe et les émotions que cela peut soulever. Maintenant que chacun revienne ensuite à la raison et à sa tâche et à la mission qui lui est confiée, leur métier, leur profession, c'est d'être engagé sous le drapeau français et donc avec leur unité et à titre professionnel, c'est là qu'ils doivent être. Maintenant, s'ils décident de prendre un congé et de partir, j'ai entendu M. Zelensky faire un appel à des étrangers. Il n'est pas l'habitude française de laisser ses troupes partir. Et là, en l'occurrence, ce sont des soldats français qui doivent rester sous le drapeau français. Mais encore une fois, une possibilité leur a été offerte de pouvoir porter assistance à leur famille, car c'est là l'enjeu aujourd'hui. Pierre Laurin. Oui, effectivement. Je crois que l'important, c'est que les soldats français d'origine ukrainienne n'aillent pas sur le terrain parce que ce sont avant tout des soldats français. S'ils vont chercher leur famille dans les pays limitrophes, il n'y a certainement aucun problème. Au contraire, il faut l'encourager. En revanche, s'ils franchissent la frontière pour les combattre, là, il y a une ambiguïté et effectivement, cela peut nuire aux efforts que font la France et le président Macron pour essayer de trouver des issues à la crise. Volodymyr Pozelski. Vu la situation exceptionnelle, moi je pense qu'il est tout à fait possible d'envisager une réponse exceptionnelle. Si ils sont d'origine ukrainienne et ils veulent défendre leur patrie, donc je ne connais pas les... Enfin, évidemment, il y a des obligations militaires et juridiques, mais je pense qu'il y a un décalage quand même entre le soutien de la France pour l'Ukraine, avec la volonté de fournir les armes, et cette possibilité pour, je ne sais pas, 15, 20, 30, 40, 60, 100 personnes de partir aider leur pays. Mais bon, c'est c'est pas finalement très grave. Mais, Vous vouliez réagir? Oui, effectivement. Je suis d'accord, ce n'est pas très grave. Simplement, que des civils aillent combattre
il y a des civils français qui y sont déjà allés combattre en Ukraine, que ce soit du côté des forces ukrainiennes ou des forces du Donbass. Il y a des Français là-bas. Maintenant, que ce soit des soldats français, qu'un seul soldat français soit fait prisonnier ou soit tué, et c'est une crise. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, éviter. On est déjà en pleine crise, cher messieurs. Non, une crise entre la Russie et la France, c'est différent. Ok, évidemment. Volodymyr Pozelski, quelle est votre position sur l'envoi d'armes, notamment à l'Ukraine, de matériel militaire? Est-ce que vous demandez plus que ça? Évidemment. Juste, il faut comprendre une chose. J'espère que les Européens et les Français vont comprendre cela. Le temps que Poutine, doté d'une arme nucléaire, restera au pouvoir, il représentera une menace existentielle pour l'ordre international, pour la paix dans le monde. Donc, ce qu'il faut faire, il faut maintenir les sanctions sévères. Si la France ne veut pas intervenir sur le plan militaire, on comprend, d'accord. Mais ce qu'il faut faire, je suis d'accord avec Bruno Le Maire, il faut mener une guerre financière et économique totale, maintenir les sanctions. D'accord, mais oui, d'accord. Mais je dis, il faut maintenir les sanctions, asphyxier l'économie russe jusqu'à ce que le régime de Poutine s'effondre de l'intérieur. Ce qu'il faut faire, il faut dépunitiser la Russie, il faut la démilitariser et dénucléariser. C'est ça l'objectif. Parce que députiniser, c'est-à-dire, il faut bannir cette idéologie impérialisme revanchard qui est présente en Russie. Donc il faut bannir Poutine, il faut punir, il faut les juger. Et donc ce n'est pas seulement mes propos. Si vous lisez par exemple Mikhail Kasyanov, l'ancien Premier ministre russe, il dit ça, il dit que il est d'accord, il soutient le peuple ukrainien, il part de cette aventure incroyable menée par Poutine. Donc il faut maintenant que les Russes se révoltent. C'est la seule. Donc il ne s'agit pas seulement maintenant de l'Ukraine, il ne s'agit pas que Poutine retire ses troupes. Il faut que le régime russe s'effondre. Parce qu'il représente un danger pour le monde entier. Pierre Haroche. De même que je disais un petit peu plus tôt que c'est un problème lorsque les motifs russes sont ambigus, il ne faudrait pas non plus envoyer nous-mêmes présenter nous-mêmes des objectifs ambigus. Là, l'objectif, c'est de mettre fin à ce conflit, c'est que les troupes russes se retirent d'Ukraine. Je pense que si on commençait... Et on y arrivera en envoyant des armes ? Ça, c'est une façon de soutenir les Ukrainiens, et il y a aussi la pression économique. Grosso modo, c'est rendre cette guerre difficile à conduire pour les Russes. Mais si on commençait à dire... je ne sais pas qui le voudrait, mais si on commençait à dire l'objectif c'est de renverser le régime ou de dénucléariser la Russie, etc., alors là, on donnerait à ce conflit une dimension très différente et on donnerait des incitations aussi très différentes aux Russes. Même à Poutine, on lui dirait d'une certaine manière, finalement, les sanctions, ça n'est qu'un moindre mal, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à vous faire tomber du pouvoir. Donc, il faut faire attention. Je ne dis pas il faut faire ceci ou il faut faire cela, mais je dis quand on présente des objectifs, il faut faire attention à ce que ça signifie pour le conflit. Avoir des objectifs plus ambitieux, c'est aussi plus risqué. C'est vrai pour les Russes, c'est vrai pour nous. Donc je pense que pour l'instant, le président de la République a défini des objectifs qui étaient clairs, qui est de dire qu'il faut mettre fin à l'agression. Et je pense que pour l'instant, c'est ça qui est essentiel. Pierre Laurin, vous partagez le constat ? Entièrement. Je crois que Pierre Haroche a tout à fait raison de présenter les choses de cette manière, parce que c'est la seule manière qui nous permettent de sortir de la crise. Si l'on est jusqu'au boutiste d'un côté ou de l'autre, on ne va arriver nulle part. Une manie des États depuis le 19e siècle, le milieu du 19e siècle, c'est de considérer que finalement les guerres devaient être des guerres totales, que les guerres limitées n'existaient plus. C'est pour ça que nous avons eu 2 guerres mondiales. Si on revient à l'objectif des guerres limitées, que l'on peut contrôler, qui s'arrêtent lorsque l'objectif est atteint, ou qui s'arrêtent parce que la pression diplomatique est telle qu'on parvient à les arrêter, c'est beaucoup mieux que la montée aux extrêmes qui était préconisée par certains à des moments plus reculés de l'histoire. Volodymyr Pozelski, qu'attendez-vous de la France aujourd'hui ? Pardon ? Qu'attendez-vous de la France aujourd'hui ? Justement, j'attends que la France aide l'Ukraine par tous les moyens possibles. Je répète, je comprends bien que la France et l'OTAN ne veulent pas intervenir directement, parce que ce n'est pas le pays membre de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, parce que la Russie a attaqué l'Ukraine, parce qu'il est très bien que l'OTAN ne va pas intervenir. Donc si l'OTAN a fait adhérer l'Ukraine en 2008, donc peut-être on aurait pu éviter la situation aujourd'hui. Mais aussi, ce que je voudrais dire, que si on parle de la guerre limitée ou pas limitée, hier déjà, il faut quand même que le Poutine, comme criminel de guerre, réponde de ses actes.
Donc hier, déjà, le parquet de la Cour pénale internationale à La Haye a initié une enquête préliminaire contre le crime contre l'humanité perpétré par l'armée russe. Il ne s'agit pas seulement d'un bombardement des structures civiles, il s'agit d'utilisation des armes interdites par la Convention de Genève. On a parlé, donc, il y a 2 jours, il y a une bombe thermobarique à vide qui a été lancée sur l'unité du génie militaire ukrainienne à Okhtirka en Ukraine. Il y avait près de 70 personnes qui sont mortes. Donc il y a l'organisation internationale qui dit qu'ils ont trouvé déjà des armes à sous-munitions utilisées par l'armée russe. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc il faut comprendre que, indépendamment des résultats, l'armée ukrainienne résiste, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais indépendamment des résultats, Poutine doit répondre de ses actes. Et la juridiction internationale, d'une telle ou telle manière, doit mener une enquête et voir le clair tout ce qui se passe. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui a dénoncé les crimes de guerre également cet après-midi. Irina, vous êtes une habitante de Kharkiv. Kharkiv qui est sous les bombes depuis maintenant plusieurs jours, depuis jeudi dernier, depuis le début de cette guerre, et notamment ces dernières heures où les bombardements se sont intensifiés. Irina, quelle est la situation sur place ? Bonjour à tous. Maintenant, il y a peu de bombardements, c'est-à-dire les dernières 4 heures. Dans la matinée, dans la nuit, c'était beaucoup plus dur. Maintenant, c'est un peu plus calme, si on peut dire comme ça, à propos de notre situation. Irina, quel est le quotidien d'un habitant de Kharkiv aujourd'hui ? Comme partout dans le monde, on se lève, on fait de la toilette, puis on commence à faire des choses quotidiennes. Manger, moi, par exemple, je suis professeur et je donne des cours si mes étudiants peuvent me joindre. Ce n'est pas obligatoire parce qu'on a des vacances pour le moment, mais s'il le veut et s'il le peut, alors je le fais. Puis je fais des publications sur Facebook, je parle à mes amis. Je suis en train d'écrire le manuel. C'est un travail assez compliqué, pas pour un jour. Je lis, je regarde la télé. Je fais de la broderie. J'ai des plantes chez moi, alors je les soigne. Un peu de jardinage, voilà. Vous avez choisi de rester en Ukraine. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi vous avez choisi de rester et de ne pas fuir ? On ne fuit pas, c'est notre terre. Merci beaucoup Irina d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Ce sont des messages poignants, on en a des dizaines comme ça, c'est des messages pareils. C'est une guerre et ces messages-là sont, le quotidien des personnes sur place. Ils expriment le fait qu'en Ukraine, nous avions à l'origine une communauté d'à peu près 1000 Français identifiés, inscrits au consulat. Et pour la plupart d'entre eux, j'étais encore en Ukraine en juillet dernier, ce sont des personnes qui sont souvent très insérées dans la vie ukrainienne. Ce sont des Français donc, qui ont une vie, qui ont une entreprise, qui ont un métier, qui ont souvent un conjoint ukrainien, des enfants ukrainiens ou franco-ukrainiens, qui vont parfois à l'école ukrainienne ou à l'école française, qui sont complètement insérés. Les grands-parents peuvent être ukrainiens ou les cousins ou évidemment les voisins. Ils sont d'ailleurs dispersés sur l'ensemble du territoire. Nous avions même, d'ailleurs dans la partie ouest de l'Ukraine, des agriculteurs français qui étaient partis s'installer en Ukraine. Donc quand vous avez là-bas votre vie, la moitié de votre famille, votre entreprise, votre travail, votre maison, votre logement, on vous arrache à votre terre quand un conflit comme cela intervient. Donc oui, c'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Il faut comprendre que tous ces réfugiés que nous voyons aujourd'hui sont tous dans cette situation d'avoir dû être arrachés à leur terre par un conflit qui n'est pas de leur fait, du fait d'un agresseur. Et l'agression, il faut bien le mettre là, c'est la guerre de M. Poutine qui est venu essayer finalement d'effacer l'Ukraine et de chasser les Ukrainiens de chez eux et également avec eux les quelques Français qui s'y trouvaient, dont certains préfèrent rester attachés à leur terre. Les Russes se sont dit prêts à reprendre les négociations dès ce soir. Ils attendent des nouvelles, je crois, du côté ukrainien. Est-ce que c'est un écran de fumée ou est-ce que ce sont de réelles négociations ?
C'est difficile à dire. Il faudrait être dans la salle avec les Russes et les Ukrainiens pour le savoir réellement. Effectivement, on a déjà pu se poser la question sur les négociations antérieures à la guerre, lorsque les Russes discutaient avec les Américains, avec le président français. Est-ce que ces négociations avaient vraiment un sens? Est-ce que les arguments étaient écoutés de bonne foi? Ou est-ce que, comme le pensent certains, le projet d'invasion était déjà là et il n'a jamais bougé et le reste était simplement pour la galerie? Là, on peut se poser exactement la même question. Qu'est-ce que veut négocier M. Poutine? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est simplement pour donner une impression de bonne volonté? Comme il a menti juste avant, finalement, s'il veut donner un signal de bonne volonté, il va falloir qu'il le démontre, c'est évident. Pierre Laurin, quelle est la marge de manœuvre de négociation avec Vladimir Poutine aujourd'hui? C'est très difficile à déterminer, mais en tout cas, si la partie ukrainienne revient à la table des négociations, ça signifie qu'il y a des perspectives. Sinon, il ne le ferait pas. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des perspectives, non pas des solutions, mais des perspectives pour négocier plus avant. Vous savez, comme dans toutes les négociations, chaque partie fait monter les enchères le plus haut possible pour ensuite avoir des marges de négociation. On peut lâcher, on peut faire des concessions. C'est ce qui est en train de se produire, mais à mon avis, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est peut-être le temps qui manque. Volodymyr Pozelski, les positions sont vous espérez la reprise, j'imagine, des négociations? Oui, mais les positions sont incompatibles. L'Ukraine demande le retrait pur et simple des troupes russes. Et la Russie, il nous parle de la dénazification, des nazis, des néo-nazis, de je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont aujourd'hui, on a parlé que M. Yanukovych, ancien président échoué, qu'il se trouve à Minsk, qui vont peut-être essayer d'instaurer le régime fantoche à Kiev ou dans d'autres régions. Parce que ce qui se passe, le problème de l'Europe, est que jusqu'à aujourd'hui, Poutine a toujours pensé qu'il pourra toujours avoir par la force tout ce qu'il veut. Donc, quand il a déclenché la guerre de le Donbass en 2014, il avait une période quand l'armée ukrainienne était en train vraiment de récupérer tous les territoires. En été 2014, l'armée russe est intervenue. On a eu accord Minsk 1. Ensuite, on a eu accord Minsk 2. Et donc, c'est à cause de l'intervention de l'armée russe que ces républiques, soi-disant LNR et DNR, ont continué à exister. Aujourd'hui, il nous fait le même coup. Donc, il avance parce qu'il a une supériorité militaire. Donc, il pense que... Mais finalement, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il veut à long terme, justement? Parce que pour moi et pour plusieurs, c'est impossible qu'il pourra contrôler toute l'Ukraine, maîtriser 40 millions de personnes. Donc, ce qu'il pourra faire, c'est justement diviser l'Ukraine, créer encore une république fantoche à l'est de l'Ukraine. On verra ce qu'il voudra. Mais les positions sont incompatibles. On ne pourra pas, aujourd'hui, accepter que... ce qu'il voulait, justement, que Zelensky... il démissionne, qu'on capitule, et après, la Russie pourra imposer ses règles. Mais pour le moment, c'est inacceptable. Donc, on verra ce qui va se passer. Et l'armée ukrainienne résiste, heureusement. Pour en revenir aux fondamentaux, nous avons là un pays souverain, avec un gouvernement démocratiquement élu, qui avait des frontières et qui a été agressé en violation complète du droit international. Et aujourd'hui, ce qu'il faut obtenir, c'est qu'évidemment, le pays retrouve ses frontières et son gouvernement démocratiquement élu. Ensuite, qu'il y ait des discussions, je ne sais pas si on peut parler de négociations, mais des discussions. Le rapport humain est toujours extrêmement important quand on veut avancer sur un chemin, à tout le moins de discussion et peut-être même de négociation. Le rapport humain est fondamental et il ne faut jamais s'en priver à tout le moins. Même si on peut considérer que les positions sont irréconciliables, la discussion, la conversation est toujours source peut produire quelque chose d'intéressant, à laquelle parfois, une chose à laquelle on est parfois pas, on ne s'attend pas forcément. Donc, il faut continuer cet échange, ces conversations. Ce rapport humain est fondamental. Pierre Laurin. Oui, je suis entièrement d'accord. Le rapport humain est fondamental. Les négociations sont fondamentales à tous les niveaux. Maintenant, en ce qui concerne les violations du droit international, le problème, c'est que les guerres naissent toujours de violations du droit international. Lorsque l'OTAN bombardait Belgrade en 1999... Elles ne sont pas justifiées pour autant. Certainement, certainement. Mais il y avait une violation du droit international. Simplement, à cette époque, on n'avait pas en direct, on n'avait pas en direct des habitants de Belgrade qui souffraient des bombardements pendant 2 mois.
C'était les bombardements de l'OTAN. Bon, si on les avait eus, peut-être que l'OTAN aurait reculé avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'on a ces témoignages et qu'ils sont largement diffusés, peut-être que la guerre va s'arrêter plus vite. Vous restez bien sur CNews, votre édition spéciale continue dans 90 minutes info, dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite. Il est bientôt 16h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie de 90 minutes info. Toujours avec mes invités autour de la table, Anne Genetet, Pierre Laurin, Pierre Haroche et Volodymyr Pozelski. Je vous le rappelle, cette actualité, Emmanuel Macron qui s'exprimera donc ce soir à partir de 20h, une allocation entièrement consacrée à l'Ukraine que vous pourrez suivre évidemment sur CNews. Redem Rabit, vous êtes avec nous en plateau. Quelle est la situation actuellement en Ukraine ? La situation elle reste pour l'instant figée, même si la nuit approche et que forcément les bombardements pourraient s'intensifier. On va faire un focus du côté de Kherson. Kherson, c'est une ville au sud de l'Ukraine, 300 000 habitants. Vous le voyez, elle est située à côté de la mer d'Azov et à côté de la Crimée, territoire déjà annexé par la Russie. Et bien Kherson, selon le porte-parole du ministère de la Défense russe, a été contrôlée cette nuit par les forces russes et contrôlée par les forces russes depuis cette nuit. Mais quelques minutes plus tard, le maire ukrainien de Kherson a lui déclaré que pour l'instant, seul le port et la gare étaient sous contrôle russe. La municipalité en elle-même n'est pas contrôlée. On va suivre ça de très près parce que c'est important pour le contrôle de toute cette région, la région Est, qui est très courtisée par Vladimir Poutine. La conquête, elle passe aussi par l'ouest, du côté de Jitomir. Jitomir, c'est un point stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle est située, cette ville, à 350 km de la frontière polonaise et à 150 km de Kiev. C'est une sorte de centre névralgique. Et bien sur place, depuis plusieurs heures maintenant, les combats se sont intensifiés avec notamment des institutions qui ont été ciblées, des institutions ukrainiennes. Et puis on va revoir la carte de manière générale pour voir qu'effectivement les bombardements et notamment des parachutages ont été déployés du côté de Kharkiv. C'est une cible pour Vladimir Poutine. Et puis toujours la région de Kiev, la périphérie de Kiev, qui est pris en étau, la capitale ukrainienne, avec des bombardements à seulement 25 km de la place de l'Indépendance, à Irpin notamment. Bref, vous le voyez, Kiev est toujours aussi courtisé par Vladimir Poutine. Mais pour l'instant, le régime ukrainien tient, même si les bombardements risquent de s'intensifier la nuit tombant. Merci beaucoup Redem Rabit pour ces explications toujours très claires. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais évoquer la demande de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de rejoindre l'Union européenne. Il a réitéré sa demande hier face au Parlement. Anne Genetet, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est une solution ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les Ukrainiens, très clairement, en tout cas, moi, lorsque je les ai vus à chaque fois de reprises et encore en juillet dernier, expriment un profond désir de rejoindre l'Europe, d'être arrimés à l'Europe. Mais en fait, ils sont déjà partiellement arrimés à l'Europe. Déjà, il faut signaler que depuis un bon moment déjà, les Ukrainiens, par exemple, n'ont plus besoin de demander un visa pour venir au sein de l'espace européen. Ils sont exemptés de visa Schengen. Eh bien, cette petite décision a l'air de rien, mais elle était extrêmement importante pour eux. Elle les assimilait finalement à la libre circulation sur l'espace européen. Le réseau de distribution énergétique, ils avaient fait tout un chemin pour pouvoir s'arrimer, quitter le réseau russe et s'arrimer au réseau européen. C'est un processus très long, techniquement très long, qui arrive à son aboutissement. Il se trouve maintenant, hasard du calendrier, donc il s'arrime à l'espace européen. Il y a un certain nombre de sujets économiques sur lesquels il y avait des accords qui étaient passés. Là aussi, ils étaient arrimés à l'espace européen. Donc l'adhésion à l'espace européen en tant que tel, ils savaient également qu'ils avaient des handicaps à surmonter pour pouvoir intégrer cet espace européen. Ils en étaient parfaitement conscients. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est moins l'urgence de les arrimer à l'espace européen, ce qui en fait est déjà un état de fait, plutôt que de leur porter secours et assistance aujourd'hui. Pierre Haroche. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect symbolique et puis après le fond de ce qui peut être fait sur les années qui viennent. Symboliquement, c'était effectivement un message très fort de dire nous sommes candidats et nous signons l'acte de candidature depuis une capitale qui est sous les bombes, et c'était une image très forte. Je trouve aussi que le message qui a été envoyé au Parlement européen était très émouvant. Moi, en tant qu'Européen aussi, je l'ai reçu comme ça, c'est-à-dire un pays qui dit « prouvez-nous que vous êtes Européens », et le président ukrainien qui s'exprime en ces mots. Je trouve que c'est un message très fort. Et là encore, je trouve ça intéressant. Ça montre que
le pari de Vladimir Poutine est perdant de ce point de vue-là. En 2014, les Russes réagissaient au fait que l'Ukraine voulait adhérer à un partenariat avec l'Union européenne. Là, il veut rattacher quasiment l'Ukraine à la Russie. Et en réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que rapprocher l'Ukraine de la Russie, non seulement parce que les Ukrainiens le demandent, mais aussi, j'en parlais tout à l'heure, parce que ça crée aussi cette crise, un lien émotionnel. Les Européens apprennent finalement à connaître les Ukrainiens, à espérer pour eux, à souffrir avec eux, et donc je trouve que ça c'est important. Après, la question plus politico-juridique, est-ce qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne par une procédure d'urgence? Je ne le pense pas. Il n'existe pas de procédure d'urgence. Si on voulait créer une procédure d'urgence, ce serait en soi déjà une réforme très importante qui demanderait de changer les traités. Tout ça, ce sont des choses qui normalement se font dans le temps, avec de longues négociations et des mises à jour qui sont très importantes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la précipitation avec un État en situation de guerre. Mais je pense que ce symbole selon lequel, effectivement, l'Union européenne se trouve en sympathie avec l'Ukraine, ça, c'était un symbole fort. Vladimir Pozelski. Moi, je fais le droit institutionnel à Sciences Po. J'ai écrit un ouvrage sur justement le droit institutionnel en ukrainien. Donc, effectivement, c'est un très long processus, très technique, économique. Et ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, plusieurs pays de l'Union européenne ne voulaient pas reconnaître perspective d'adhésion, même à long terme, pour l'Ukraine. Donc, c'est vraiment, cet acte d'adhésion, il a une portée symbolique. Et déjà, si l'Union européenne reconnaîtra un statut de pays candidat, ce sera déjà très bien, parce qu'après, il y a certains financements qui suivent. Mais effectivement, ça ne peut pas se produire dans les conditions actuelles, et tout le monde comprend ça. Cela, surtout, avait une portée politique. Ouais. Et moi, j'aime bien juste poser une petite question à M. Laurent, quand même, parce que jusqu'à aujourd'hui, presque tous les hommes politiques français, tous les représentants, ils ont quand même... ils ont dit que c'est complètement... donc, ils ont dit que cette annexion, cette invasion de Russie par l'Ukraine, c'est un crime. Ils ont condamné cela. Est-ce que vous condamnez l'invasion russe de l'Ukraine? Oui ou non? Écoutez, oui. Je pense que c'est une erreur monumentale. Ça détruit beaucoup d'efforts. Pierre Laurent, continuez. Et surtout, cela ruine la position de la Russie qui était de chercher des garanties de sécurité. Certes, les Américains, les Européens, enfin l'OTAN a temporisé, a refusé, etc. Mais il y avait toujours une marge, une petite marge de manœuvre, une marge de négociation. Et là, en faisant cela, bien, je crois qu'effectivement, c'est contre-productif. Maintenant, quel est son objectif véritable? Je ne pense pas que ce soit l'annexion de l'Ukraine, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. La destruction des infrastructures militaires, oui. Le fait que peut-être... mais ça, c'est marginal, c'est vraiment des choses marginales. Ce qu'il disait, ou ce qu'il avait en tête au départ en parlant de dénazification, c'est détruire le régiment Azov et les deux autres régiments qui sont à peu près dans la même orbite, et puis essayer de faire en sorte que les héros, entre guillemets, de la division Waffen-SS Galitzine ne soient pas fêtés. Mais attendez, de quoi vous parlez encore? Vous essayez de justifier, maintenant vous essayez de justifier l'annexion. De quoi vous parlez? Ce n'est pas Vladimir Pozelski, on va de toute façon rendre l'antenne, cher Pierre Laurent. Je réponds. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, forcément. Pierre Laurent, merci beaucoup. La question est là. On va devoir rendre l'antenne. Je suis d'accord sur le fait que c'est une erreur. Pierre Laurent, merci à vous d'avoir été avec nous. Volodymyr Pozelski, merci à vous d'avoir été avec nous. Pierre Haroche également. Anne Genetet également. Merci à vous de nous avoir suivis sur CNews. Restez bien sur le canal 16 de la TNT. Tout de suite, c'est Punchline.